vais vous présenter les travaux que nous menons dans une petite société qui s'appelle Manros Therapeutics, qui est localisée à Roscoff, plus exactement sur la presqu'île de Peräriidi, et dont la société a pour objectif de développer des produits vers leur application dans différents domaines. Mais alors, pour comprendre le développement d'un médicament, en fait, il faut avoir un certain nombre de bases. Et c'est pour ça que j'ai démarré, vous allez voir, je vais démarrer avec une petite remise à niveau, peut-être pour certains, peut-être ça va sembler évident pour beaucoup, mais au moins on parlera de la même chose. Alors, voilà, on va faire d'abord un petit rappel rapide sur les principales maladies. Vous savez qu'en général, plutôt les gens sont plutôt en bonne santé, mais malheureusement, il y a quand même quelques maladies qui résistent au traitement. J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y avait des chercheurs qui projetaient, qui pensaient qu'en 2099, il n'y aurait plus de maladies. Alors, on peut essayer d'imaginer dans ces grandes maladies, tout ça sera disparu. C'est pas impossible. Ça posera peut-être d'autres soucis, mais enfin bref. Alors, donc les cancers, vous connaissez, maladies infectieuses, elles sont classées. Maladies cardiovasculaires, il y a des exemples, diabète et dépression, inflammation, maladies neurodégénératives. Je prends un petit zoom sur un de ces groupes, les maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, vous voyez encore beaucoup de cas dans le monde, les accidents vasculaires cérébraux, troisième cause de mortalité dans le monde, un très grand nombre de cas, maladie d'Alzheimer. Là aussi, je fais un petit zoom sur la maladie d'Alzheimer, première cause de démence, 25% des gens au-delà de 85 ans. Vous voyez, plus de 24 millions de cas dans le monde, donc c'est considérable. C'est un coût social, affectif et financier considérable aussi. Voilà, c'est on va dire, c'est assez désespérant de voir ces chiffres, mais il faut se dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas comme la mort, c'est pas une fatalité, on peut mourir sans avoir la maladie d'Alzheimer. Donc ça donne de l'espoir aux chercheurs en disant, il y a des gens qui résistent, qui évitent, qui contournent, qui ne sont pas frappés par la maladie d'Alzheimer. Il y a tous les autres exemples que je viens de vous donner. Donc il y a peut-être possibilité de l'éviter, de la comprendre ou de la guérir. J'ai mis les cas en France, les cas dans le monde, on en reparlera. Alors si on regarde un peu le bilan de la santé générale, là c'est en France, vous voyez, l'espérance de vie à la naissance, c'est quand même pas mauvais. En 2017, les hommes pratiquement 80, les femmes 85 ans. Et vous voyez sur le graphe ici, là, vous voyez que ça a bien évolué. En 1750, l'espérance de vie c'est autour de 25 ans. Donc vous voyez, ça a vraiment pas mal changé. Pendant longtemps, je ne sais pas si c'est encore le cas dans ces dernières années, mais c'était l'augmentation de l'espérance de vie, c'était 3 mois par an. Alors, 3 mois par an, c'est 6 heures par jour. À la fin de la journée, vous avez 6 heures d'espérance de vie en plus. Donc si votre train a 1 heure de retard, c'est pas bien grave. Donc c'est assez incroyable. Alors ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Et comme vous savez, on peut mourir jeune au moment de la naissance. Évidemment, c'était une cause de mortalité. La mortalité infantile était importante. Quand on est jeune, on prend des risques, il y a des accidents, etc. Et on peut regarder l'espérance de vie à 65 ans. C'est pas mal non plus. Les hommes, 85 ans. Si vous avez atteint 65 ans, vous avez toutes les chances d'arriver à 85 ans. 88 ans et demi pour les femmes. Alors ça, c'est sympa. Il y a un chiffre qui est un peu moins sympa, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Alors c'est là-dessus qu'il faut progresser, je pense aussi. Alors là, ça semble faible, 62 ans, 63 pour les hommes, 64 pour les femmes. Alors en bonne santé, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire. Moi, j'ai l'impression d'être en bonne santé et j'ai un peu plus que ça. Donc peut-être que. Mais voilà, donc ces deux groupes de chiffres, c'est ça qu'il faudrait essayer de rapprocher au maximum. Alors voilà, c'est tous des chiffres. Malgré tout, on peut partout, quels que soient les domaines dans lesquels on mesure, on voit qu'il y a des améliorations. Par exemple, les cancers, tout le monde a peur et tout ça. On a l'impression que ça progresse pas. C'est vrai que ça progresse lentement. Et quand on est touché personnellement, ou dans ses proches, évidemment, c'est assez dramatique. Mais quand on regarde au niveau d'une population, on voit vraiment des améliorations. Ça, c'est l'évolution
entre la période 83-87 et 2003-2007. Donc sur 20 ans, vous voyez la réduction du nombre de la mortalité dans ces différents cancers. Hein, chez l'homme, vous voyez, tous ces chiffres, c'est en diminution. Le cancer de l'œsophage, il y a la moitié en moins. Le seul qui progresse positivement, c'est chez la femme, c'est le poumon. Et vous avez tous deviné pourquoi. C'est les femmes ont pris la mauvaise habitude de fumer comme chez les hommes. Et les hommes, vous voyez, commencent à réduire. Ça pas énormément, mais enfin. Donc voilà. Alors pour vraiment comprendre, s'attaquer aux maladies, il faut comprendre le corps humain. Qu'est-ce que c'est? Alors il est représenté de mille façons. Un exemple qu'on ne pourrait pas présenter en Arabie Saoudite, mais c'est l'être humain. Quand on peut l'analyser au niveau chimique, de quoi est-il composé? D'eau, de lipides, de protéines, de sucre, de minéraux. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup d'eau finalement, mais il y a finalement assez peu de temps que l'homme s'est intéressé à comprendre qu'est-ce qui était à l'intérieur, de quoi il était constitué. Et vous voyez, les dissections, ça date de pas si longtemps que ça. Ça a permis évidemment de découvrir tous les organes qu'on connaît bien, le rein, le cœur, le cerveau, le foie, la rate, la peau, etc. Mais chaque organe est constitué de tissus. Hein, ici, quand on fait une coupe de la peau, qui est un organe, vous avez l'épiderme, le derme, vous avez des différents types d'organes qui constituent, enfin de tissus qui constituent la peau elle-même. Donc chez l'homme, il y a 200 types de tissus. Alors les tissus sont constitués de cellules, et les cellules, il y en a beaucoup, il y en a 10 000 milliards, un être humain adulte c'est 10 000 milliards de cellules, 10 puissance 13, et toutes ces cellules proviennent d'une seule cellule, l'ovule, qui a été fécondé par une deuxième cellule, et après la fécondation, vous avez de la division cellulaire, on passe de une cellule à 2, 4, 8, 16, etc., jusqu'à 10 000 milliards. En réalité, c'est plus que ça, puisqu'il en meurt en permanence, donc il faut remplacer toutes les cellules qui meurent. Donc par exemple, les globules rouges, vous changez de globules rouges tous les 3 mois, ou plus exactement, vous n'avez pas de globules rouges plus âgés que 3 mois. Et la plupart des cellules sont régénérées à des degrés divers, les cellules nerveuses beaucoup moins, les cellules de la peau, les cellules épithéliales, il y a un turnover assez important. Donc tout ça dû à la division cellulaire, et évidemment c'est maintenu à un niveau de 10 000 milliards de cellules. Alors en réalité, c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu plus compliqué, puisque en plus de ces 10 000 milliards de cellules, il y a des bactéries. On a entendu parler récemment, c'est un peu à la mode, mais il y en a pas mal. Il y en a 10 puissance 14, donc 100 000 milliards de bactéries dans ou sur un être humain. C'est-à-dire que si vu de l'extérieur, nous sommes des colonies bactériennes contaminées à 10% par des cellules humaines. Vous êtes d'accord? Et il n'y a pas qu'une espèce de cellule humaine et une espèce de bactéries, il y a à peu près 1000 espèces de bactéries. Donc c'est un écosystème complet. Et les pathologies viennent de déséquilibre de cet écosystème complet avec les bactéries et les cellules humaines. Donc ça, on le comprend de plus en plus, et c'est pour ça qu'il risque d'y avoir des progrès assez importants. Et par exemple, pour Alzheimer, il y a des gens qui pensent que c'est une infection bactérienne dans le cerveau, qui est très lente, et ils pensent que ça peut être une des causes ou un agent majeur dans le développement de cette maladie. Voilà. Alors voilà une cellule, voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est la version Alcatraz. Eh bien c'est un espace limité, pas très très grand, qui est séparé du milieu extérieur par des cloisons plus ou moins perméables, pas très perméables, il y a une grille. Donc à l'intérieur, on voit pas grand chose, il n'y a pas grand chose, et il y a apparemment une bibliothèque assez réduite apparemment. Et voilà, c'est une cellule, ça ressemble à ça. Alors une cellule de mammifère ou une cellule biologique, voilà, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire quelque chose d'assez petit, limité par une membrane, séparé du milieu extérieur, et le milieu intérieur, vous voyez pas grand-chose. Puis là, vous voyez le noyau dans lequel se trouvent les chromosomes, qui finalement sont la bibliothèque de la cellule, donc sur laquelle elle va s'appuyer pour sa vie personnelle. Alors les cellules, il y en a beaucoup. Il y a 200 types de cellules, on le sait, vous avez des cellules nerveuses, des cellules du foie, les cellules épithéliales, les cellules germinales, vous avez un bel ovule ici, un petit spermatozoïde, un globule rouge ici.
Donc 200 types de cellules. Et pour prendre un petit exemple sur les cellules, le cerveau humain, ben vous avez 10 puissance 11, c'est-à-dire 100 milliards de cellules nerveuses. Chacune est connectée à 10 000 autres. Et si on mesurait la longueur de tous les axones, ben ça fait plus de 100 000 km. Et ces 100 000 km d'axones, eh bien, il faut qu'ils soient oxygénés. Et il y a à peu près une centaine de kilomètres de capillaires sanguins. Donc voilà tout ça contenu dans ce petit volume. C'est assez spectaculaire. Et ben, c'est en comprenant ces cellules nerveuses, leur fonctionnement, les interactions les unes avec les autres, qu'on va pouvoir comprendre les problèmes, les pathologies liées au cerveau humain. On en perd aussi un petit peu tous les jours, 10 000 par jour à 20 ans, un peu plus tard. Tout, c'est de perdre des bons. Hein. Alors, le processus de recherche de médicaments, eh bien, en fait, il se fait de façon relativement standard. Il y a beaucoup d'études précliniques, donc avant la clinique, et qui sont réalisées en premier lieu. L'objectif numéro 1, c'est de comprendre la maladie, comprendre les causes, le mécanisme, qu'est-ce qui déraille, quelles sont les anomalies qu'on peut observer dans le tissu, la cellule qui est liée à la pathologie. Et ça permet d'identifier ce qu'on appelle des cibles, des protéines qui sont impliquées dans la maladie. Par exemple, elles sont en quantité excessive, ou leur activité est anormalement élevée, où elles sont absentes, où elles sont mutées, par exemple. Il y a une mutation, comme vous avez pu voir pour la mucoviscidose. Donc, quand vous avez identifié les protéines, eh bien, vous pouvez essayer de trouver des composés qui vont interagir, modifier cette protéine et ramener leur activité à l'activité normale. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, on cherche des composés inhibiteurs de la cible, parce que ce sont des protéines qui sont exprimées en quantité excessive. Et donc il faut, par criblage, on peut identifier des composés qui peuvent bloquer cette molécule. Après, il faut optimiser le composé actif, le rendre le plus actif possible, et comprendre son mécanisme d'action. Et puis enfin, on va tester son efficacité sur des modèles animaux de la pathologie. Donc on peut reconstituer certaines pathologies, ou la plupart en fait, dans des animaux, différents modèles animaux, et ce qui permet de tester l'efficacité du produit dans un modèle animal avant de passer chez l'homme. Et puis enfin, il faut travailler sur la toxicité ou la tolérance. Donc ça, c'est des études qui sont menées d'abord sur des cellules, puis après sur des animaux, pour essayer de déterminer quelle est la dose qu'on va attribuer ou administrer à l'être humain. Et puis bien sûr, il y a une petite étude sur la formulation, sous quelle forme on va injecter le produit, l'administrer, comment il va se distribuer dans les tissus, quelle est sa demi-vie, est-ce qu'il est éliminé tout de suite, il est métabolisé en quelque chose d'autre, etc. Donc ça, c'est les études précliniques. Et puis après, ça permet de passer, une fois que vous avez réalisé tout ça, vous passez aux études cliniques. Donc c'est-à-dire vous avez évalué l'efficacité chez l'homme. Et en général, il y a 3 phases. Donc la première, c'est cherche à évaluer la toxicité ou la tolérance, et donc on augmente la dose petit à petit et on voit jusqu'où on peut aller sans qu'il y ait des effets secondaires néfastes ou rédhibitoires. Ensuite, ça s'est réalisé soit sur des volontaires sains ou alors c'est des patients atteints de la pathologie. La deuxième étude, la phase 2, vise à regarder l'efficacité, l'activité du produit. Et donc là, on s'adresse vraiment à la pathologie et on traite des patients atteints de la maladie et on essaie de voir à quelle fréquence il faut donner le produit, à quelle dose, qu'est-ce qu'il faut mesurer, etc. pour essayer de démontrer une activité biologique. Mais si vous avez passé la phase 1 et la phase 2, ce n'est pas suffisant pour arriver à commercialiser votre produit. Il faut montrer que ça c'est l'objet de la phase 3, que votre produit est plus efficace que ce qui existe déjà. Donc on compare avec les produits les plus avancés qui sont déjà sur le marché et on voit s'il y a une amélioration. Alors l'amélioration, ça peut être le produit est plus efficace, ou alors il est mieux toléré, ou il y a moins d'effets secondaires. Et lorsque vous avez réalisé ces 3 études, vous obtenez l'AMM, c'est-à-dire vous demandez, en général vous obtenez l'autorisation de mise sur le marché, et donc là, ce qui conduit à la commercialisation. Et là, il y a quand même une étude de phase 4 qui est conduite, c'est-à-dire qui permet de suivre les patients pendant de longues années après le début de la commercialisation, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont rares, qui n'ont pas été détectés dans les études les premières études, 1, 2, 3,
Pourtant, c'est des études poussées et il y a beaucoup de patients impliqués. Pardon. Mais parfois, il y a des événements inattendus et donc il faut arriver à les détecter au cours de cette phase 4. Alors voilà comment ça se présente. En général, quand on regarde la mise sur le marché, bien les produits qui sont mis sur le marché, ce sont des grandes sociétés pharmaceutiques comme Novartis, Pfizer, Sanofi, qui vont réaliser des études finales, phase 3, et faire l'étude de la mise sur le marché. Et puis, quand on regarde l'historique de ces composés, en général, on voit que ces produits ont été découverts des dizaines d'années avant, dans des laboratoires souvent académiques. Alors j'ai mis le CNRS ici, mais ça peut être l'université, l'INSERM, etc. Et on faisait beaucoup de recherches assez fondamentales et qui ont découvert des processus impliqués dans des pathologies, qui ont peut-être trouvé quelques molécules qui avaient l'air plus ou moins efficaces. Mais la transition entre ce monde académique et ces grandes sociétés pharmaceutiques, elle ne se fait pas directement, et elle se fait par l'intermédiaire des petites sociétés de biotechnologie comme la nôtre, donc qui est représentée ici, Manros Therapeutics, et qui, elle, est capable de passer disons, de recherche relativement fondamentale à disons, un développement de molécules jusqu'à une phase 1 ou phase 2. Et ensuite transmettre les molécules dans le pipeline des grandes sociétés pharmaceutiques. Alors ça, c'est vraiment notre situation, hein, puisqu'on a des candidats médicaments qui sont à deux stades différents. Il y a des stades précliniques pour deux pathologies dont je vais parler, et puis un produit qui est donc la roscoïtine, qui est en phase 2 sur la mucoviscidose. Alors, voilà, maintenant on arrive avec toutes ces bases, on arrive au vrai thème de cette conférence, hein, donc comment on est passé de la recherche fondamentale sur des invertébrés marins jusqu'aux médicaments. Et en fait, on peut y arriver par deux façons. Les organismes marins apportent deux choses différentes. D'une part, ils apportent des modèles d'études, des modèles marins, d'études de phénomènes généraux. Je vais l'illustrer par quelques exemples. Et d'autre part, les organismes marins peuvent apporter des molécules qui peuvent être développées ensuite en candidats médicaments. Et là, à nouveau, je vais présenter quelques exemples. Alors, on va commencer par les modèles marins. Donc, les organismes marins, vous savez, il y a une énorme diversité. C'est un milieu encore peu exploré. Bon, voilà, c'est quelques photos d'éponges, une grande diversité. Et on retrouve un très grand nombre d'organismes différents. Alors, voilà quelques exemples d'organismes marins qui ont été étudiés, certains il y a vraiment longtemps, et qui ont abouti à des découvertes majeures, comme par exemple l'anémone de mer a permis la découverte par Elie Metchnikov, qui a eu un prix Nobel en 1908, hein, c'est vraiment déjà ancien. Il a découvert la phagocytose. Qu'est-ce que c'est? C'est le mécanisme par lequel certaines cellules, comme les globules blancs, peuvent capturer et digérer des bactéries, hein, ou des macrophages, de la même façon. Donc ils ont découvert ce mécanisme en étudiant les anémones de mer. Un deuxième exemple, c'est la transmission de l'influx nerveuse le long d'un axone. Eh bien, le mécanisme moléculaire a été découvert, ou ionique, a été découvert sur le calmar. Alors pourquoi? Dans le calmar, vous avez une cellule nerveuse géante, qui fait à peu près 30 cm et 1 mm de diamètre, donc c'est assez grand, vraiment une belle cellule. Et donc Alan Hodgkin et Andrew Huxley, donc, en travaillant dans les années 50, vous voyez, c'est vraiment avec des méthodes qui semblent archaïques maintenant, mais ils ont pu disséquer le mécanisme de transmission de l'influx nerveux. Donc c'est pas comme un courant électrique qui passe dans un fil électrique à la vitesse de la lumière. Là, la vitesse est beaucoup plus lente, c'est 1 ou 2 mètres par seconde. C'est quand même assez rapide, hein, mais malgré tout, il y a un mécanisme qu'ils ont disséqué et ils ont compris, ce qui a donné un prix Nobel en 63. Alors, des choses encore plus anciennes, vous voyez, la fécondation, l'interaction entre le gamète mâle et femelle, ça a été découvert dans des algues, fucus, des algues qu'on trouve ici, par Gustave Thurey. Et les œufs d'étoiles de mer, d'oursins, également extrêmement étudiés pour comprendre la fécondation aussi, donc là, chez l'animal, et la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Donc des chercheurs, vous voyez, il y a déjà plus d'un siècle.
qui utilisaient ces modèles pour comprendre la division. Alors pourquoi? Par exemple, l'œuf d'oursin, c'est une cellule très transparente, très grande, on voit très bien. Donc ils n'avaient pas besoin d'un microscope très compliqué pour bien voir ce qui se passait. D'autres exemples, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les cônes, ce sont des coquillages de l'Indo-Pacifique, qui produisent un venin, donc des venins qui s'appellent les conotoxines, et qui leur ont permis de mettre au point des produits analgésiques et qui sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que la morphine, et en fait qui permet de traiter des gens qui sont totalement résistants à la morphine. Un autre exemple, c'est des chercheurs aussi de recherche très fondamentale sur une méduse qui s'appelle Echorea. Et donc ils ont découvert deux choses, une protéine qui s'appelle échorine, qui est une protéine luminescente, qui en présence de calcium émet de la lumière. Et puis une deuxième qui s'appelle la protéine fluorescence verte, GFP, qui est une protéine extrêmement utilisée en biologie comme marqueur et pour différentes choses, mais c'est un outil de travail qui est considérable, qui a révolutionné beaucoup d'aspects de la biologie. Et donc les découvreurs de ces protéines, ils ont eu un prix Nobel en 2008. Un autre exemple aussi, alors le lièvre de mer, l'aplysie qu'on trouve ici sur nos côtes, a été utilisé pour comprendre les connexions entre les neurones. Alors pourquoi? C'est pas un cerveau très très grand, cet animal, mais il a des petits ganglions dans lesquels vous avez une quarantaine de neurones et qui se connectent les uns aux autres et qui sont impliqués dans l'apprentissage et la mémorisation. Et donc ce chercheur, Eric Kandel, aux États-Unis, a travaillé sur... finalement, il a disséqué ce mini-cerveau et il a compris comment fonctionnait ce mini-cerveau avec une quarantaine de cellules nerveuses. Et en utilisant ce modèle simplifié de cerveau, également un Nobel. Un autre exemple, qui est utilisé aussi à Roscoff, c'est la rétorpille, qui a permis de comprendre la transmission neuronale à la synapse, c'est-à-dire comment la cellule nerveuse transmettait un message à une autre cellule, que ce soit une cellule musculaire ou une autre cellule nerveuse, par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, en l'occurrence l'acétylcholine. Alors moi j'étais inspiré, j'étais vraiment très inspiré par ces belles réussites et ces beaux exemples. Et en fait j'ai commencé ma carrière, un dernier exemple sur le siphonophore, quelque chose qui ressemble à une méduse, qui n'est pas une méduse, et qui a permis la découverte de l'anaphylaxie, c'est-à-dire l'hypersensibilisation à un agent extérieur, donc par Charles Richet, qui a également un Nobel en 1913, très, très ancien. Donc moi j'étais assez inspiré par ces études et ces travaux, et donc j'ai commencé ma carrière sur des organismes marins comme l'étoile de mer, l'oursin, certains vers marins, la rhinicole par exemple, et je travaillais sur les ovocytes, donc les ovules, pour essayer de comprendre, disséquer les mécanismes de division cellulaire. Donc l'avantage d'une étoile de mer, c'est que vous avez très grandes quantités de cellules, elles sont transparentes, ça se cultive dans l'eau de mer, donc ça ne coûte pas grand-chose. Et puis les cellules se divisent très rapidement. Une cellule de mammifère met 24 heures pour se diviser. Une petite cellule comme ça, elle fait une division en 120 minutes. Et donc ces cellules nous ont permis de découvrir un régulateur de la division qui s'appelle, c'est un peu barbare, CDK1 cycline B kinase. Déjà il y a un petit moment, et qui était une protéine qui est impliquée, qui contrôle la division cellulaire, mais partout, donc vraiment de la levure jusqu'à l'homme, en passant par les œufs d'étoile d'oursin, les œufs d'étoile d'oursin, etc. Et cette protéine, on s'en est servi comme cible. On s'est dit, si on pouvait la bloquer ou ralentir son activité, on pourrait peut-être bloquer la prolifération de cellules, et en particulier de cellules cancéreuses. Et donc on a fait un criblage pendant pas mal d'années, je vais vous donner un petit exemple, et qui nous a permis de découvrir un certain nombre de molécules, et dont l'une est ressortie, c'est la roscoïtine, est ressortie et a connu pas mal de succès. On a eu la bonne idée de la proposer comme réactif de laboratoire à des sociétés qui vendaient ce genre d'outils pharmacologiques, et du coup ça a été utilisé très largement. Vous avez, même encore maintenant, il y a, je crois, il y a deux publications, en moyenne 2 publications par semaine sur cette molécule. Alors des tas de gens que je ne connais pas, je découvre donc toutes les semaines, je regarde ce qui s'est passé, même tous les jours en réalité.
et sur une molécule qui vient d'ici. La plupart des gens ne savent pas que ça vient de Roscoff, mais peu importe. Et alors ce produit, il a été développé en cancéro. Donc il est rentré en clinique sur le cancer, je vais en parler un petit peu. Sur la mucoviscidose, là je vais en parler également. Polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Cushing. Également, il est en cours d'étude sur le traumatisme crânien. Très beau résultat. Sur l'accident vasculaire cérébral aussi. Donc là aussi, on a des choses intéressantes. Et polykystose rénale. Alors moi j'ai passé j'ai passé 30 ans au CNRS, j'ai travaillé pratiquement que sur le même sujet. Et puis au bout de 32 ans, j'ai quitté le CNRS, donc c'était en 2011. Et j'ai quitté le CNRS pour créer cette société, Manrose Therapeutics. Et non, le petit slogan, c'est From Seed to Pharmacy. Et l'idée, c'était que j'étais un petit peu arrivé au bout des recherches fondamentales. En réalité, on n'arrive jamais au bout de recherches fondamentales, mais j'avais vraiment envie de transformer l'essai et amener les choses vers la clinique et orienter les recherches de façon beaucoup plus appliquée. Et ça implique une certaine liberté, on va dire administrative, une liberté financière que j'arrivais pas à trouver au CNRS. Pourtant, j'ai eu beaucoup de liberté au CNRS, j'ai adoré, vraiment. C'est le rêve d'un chercheur, c'est d'être au CNRS. Moi, j'ai vécu ça comme un rêve, mais pour passer à des stades cliniques où les dépenses sont considérables, je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, il faut avoir accès à d'autres financements, des investisseurs privés, évidemment, accessibles dans des laboratoires académiques. Eh bien, voilà, l'objectif de cette société, c'était, je vais vous lire la petite phrase, c'est conduire des inhibiteurs pharmacologiques de protéines kinases vers la clinique et le marché pharmaceutique pour le traitement de 4 pathologies. Alors ça va s'éclairer, ne vous inquiétez pas. Donc, les 3 pathologies, on va dire rares ou orphelines, mucoviscidose, polykystose rénale, trisomie 21, et une pathologie très répandue, maladie d'Alzheimer. Donc, on va faire un petit survol. Alors, juste pour donner une petite vue sur la situation pour ces 3 pathologies, le nombre de patients est quand même assez différent. Je vous ai mis entre parenthèses le nombre de patients en France. Mucoviscidose, 6500, polykystose, 80 000, et maladie d'Alzheimer, 900 000. Vous voyez, on est quasiment multiplié par 10-12 à chaque étape. Par contre, quand on regarde le nombre de médicaments qui sont en cours de développement, c'est pas du tout proportionné dans le monde. Vous avez à peu près 140 produits en développement sur la mucoviscidose. Alors ça semble beaucoup. En réalité, c'est un peu trompeur parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. C'est la même compagnie qui développe 15 produits, des choses comme ça. Sur la polykystose rénale, alors là, c'est la catastrophe, il n'y a rien du tout. Il y a 17 produits en développement. C'est très très faible. Et sur la maladie d'Alzheimer, vous voyez pourtant le nombre de patients, vous avez un peu plus d'une centaine de produits en développement. Donc l'effort qui est porté sur les maladies n'est pas du tout proportionnel au nombre de patients. Alors c'est difficile de comprendre les raisons, elles sont multiples, mais des fois c'est la maladie qui est très résistante, donc on ne comprend pas bien ce qui se passe. En ce qui me concerne, c'est plutôt la polykystose. Et puis parfois, il y a évidemment les maladies plus médiatiques, comme la mucoviscidose, médiatique entre guillemets, ou Alzheimer aussi qui est... Alors, tout mon travail depuis 40 ans est basé sur cette petite réaction, les protéines kinases. Ça, c'est la seule diapositive compliquée dans cet exposé, je crois. Les protéines kinases, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enzymes qui font une chose, elles phosphorylent des protéines. Elles vont greffer un phosphate sur des protéines. Et la protéine phosphorylée, elle est un peu différente de la protéine non phosphorylée. Et c'est le mécanisme qu'utilisent toutes les cellules pour contrôler les protéines qui les constituent. Et ce qu'on observe, je vais indiquer ici, tous les événements physiologiques sont régulés par phosphorylation. Vraiment, il n'y a rien qui échappe à ça pratiquement. Et la conséquence de ça, c'est que la plupart des pathologies sont associées à des anomalies de phosphorylation. En général, une activité excessive de protéines kinases, donc une hyperphosphorylation. Et c'est pour ça qu'on est intéressé par des inhibiteurs de kinase, on a envie de réduire l'activité de la kinase et réduire le niveau de phosphorylation. Et en fait, on n'est pas les seuls, les protéines kinases sont devenues la première cible thérapeutique de l'industrie pharmaceutique. Alors heureusement, il y en a beaucoup, il y en a 518 chez l'homme, donc il y a vraiment de la place pour travailler.
Et alors pour achever de vous convaincre sur l'importance de ces kinases, eh bien il s'est passé quelque chose d'unique en biologie. En fait, il y a eu 3 prix Nobel différents attribués dans ce domaine. Donc les 2 premiers, Edwin Krebs et Edmund Fischer, ils travaillaient dans les années 50, alors là vraiment tout seul sur les protéines kinases. Donc ils ont eu un Nobel en 92. Paul Greengard, lui, travaillait sur le rôle des protéines kinases dans le fonctionnement du cerveau, la transmission de l'influx nerveux. Et puis Paul Nurse et Tim Hunt, eux, ont découvert l'importance des kinases dans la régulation du cycle cellulaire. Une petite photo de famille avec tous ces gens. Alors j'ai eu de la chance de pouvoir travailler avec avec tous, en fait. Je passais une année et demie chez Edwin Krebs à Seattle en 85-86. Paul Nurse et Tim Hunt, on a échangé des étudiants, donc dans les 2 sens d'ailleurs. Et puis Paul Greengard, j'ai passé 3 ans chez lui à New York, donc dans son laboratoire, spécialisé dans le fonctionnement du cerveau. Donc lui, ça c'est une photo ancienne parce qu'il a 93 ans, il travaille toujours. Et il travaille plus que ses étudiants, je trouve, hein, mais bon. C'est-à-dire qu'il sait que s'il sort du labo, il meurt dans les 15 jours, quoi. Donc il a un coup près un petit peu. Alors comme je vous disais, il y a 518 protéines kinases. Donc ça laisse de la place, évidemment, pour beaucoup de gens. Il y a une certaine concurrence, mais la plupart des industries pharmaceutiques se sont concentrées sur les tyrosine kinases, donc la petite branche qui est en haut, et avec les applications cancer. Et puis nous, on a sélectionné des kinases beaucoup moins étudiées, et avec d'autres applications, comme je vais vous le montrer. Alors voilà à quoi ça ressemble un peu une kinase. On dirait un chewing-gum un peu écrasé. Et puis en fait c'est une enzyme très souple et qui est capable de phosphoryler son substrat, une autre protéine, grâce à une petite poche là, qui s'appelle ATP Binding Protein. Donc il y a un donneur de phosphate qui va greffer le phosphate sur le substrat. Et c'est là qu'on va essayer d'intercaler un inhibiteur. Donc ici on a réussi à glisser une indirubine, une molécule. Donc, vous voyez en plus grand, la molécule va empêcher la réaction de phosphorylation et va avoir les conséquences qu'on espère. Donc là, voilà la figure que donc ça, c'est vraiment notre objectif, c'est de découvrir des inhibiteurs comme ça qui inhibent des kinases spécifiques avec efficacité et qui sont transposables dans les situations pathologiques. Donc voilà la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, une petite société, c'est ce qu'elle fait. En partant du CNRS, j'avais déposé un certain nombre de brevets au CNRS. J'ai pu obtenir des licences sur certains de ces brevets. Et donc pour développer ces composés, les amener à travers ces différentes phases vers la clinique, achever les études précliniques et les amener vers la clinique. Alors le modèle économique des startups, des sociétés de biotechnologie le modèle économique est assez particulier parce que on est une société qui ne gagne pas d'argent, mais qui en dépense beaucoup même. Alors comment ça marche ? Comment on crée de la valeur ? Eh bien, on essaye vous voyez, on peut calculer ça en pourcentage de chances d'arriver sur le marché. Vous voyez, tout au début, dans les laboratoires académiques, la plupart des molécules qui sont identifiées ont une chance extrêmement faible. 1%, c'est vraiment beaucoup. Hein. Une très très faible chance d'arriver sur le marché, donc leur valeur est très faible. Et au fur et à mesure des tests qu'ils subissent, et également donc de la sélection et donc de l'optimisation, on améliore les produits et on améliore leurs chances d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Donc quand les tests cellulaires sont positifs, quand la tolérance chez l'animal est bonne, eh bien on augmente la probabilité. Après, quand vous entrez en clinique, vous voyez, même en phase 1, donc quand votre produit est bien toléré, vous n'avez que 9% de chance d'arriver en clinique. Et je peux vous dire, vous avez déjà dépensé pas mal d'argent. Hein. Mais votre produit a quand même pris de la valeur. Quand vous êtes en phase 2, vous êtes à 17%. C'est-à-dire que si vous aviez un produit qui avait une chance, 1% de chance, et maintenant il a 17%, votre valeur a augmenté, ça a été multiplié par 17. Donc là, c'est une belle plus-value. Très théorique, hein, mais voilà. Et puis si vous arrivez en phase 3, vous avez 54% de chance qu'elle arrive sur le marché. Donc c'est quand même une chance sur 2 d'échec, hein, mais
une chance sur deux de succès. Et évidemment, vous allez multiplier la valeur de votre société par 50 ou plus, selon les situations. Donc voilà comment fonctionnent ces sociétés. Eh bien, elles achètent quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, elles l'améliorent, elles l'optimisent et elles espèrent convaincre des grandes sociétés pharmaceutiques que c'est vraiment meilleur, qu'il y a plus de chances et de prendre la suite. Alors l'échelle de temps aussi c'est assez compliqué parce que on dépense pendant des années, souvent 10 ans, 15 ans. Donc il faut trouver des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent dans une société qui va faire que dépenser. Alors au niveau comptable c'est simple parce qu'il n'y a plus qu'une seule colonne, mais il faut des gens patients, confiants et puis qui acceptent un risque élevé. Hein. Les chances de succès sont faibles. La plupart des biotech coulent. Voilà, ça fait partie du... Mais évidemment, il y en a qui réussissent et évidemment quand ça marche très bien. Quand vous mettez un produit sur le marché pour une maladie, disons pas trop rare, les chiffres d'affaires sont autour de 1 milliard, 1,5 milliard par an. Donc 1 milliard, c'est le chiffre d'affaires de toute la pêche en France, toutes les côtes confondues. Donc vous voyez, là, vous avez dépensé de l'argent avant, mais après, vous en gagnez, quoi. Mais en général, c'est réinvesti, évidemment. Enfin, j'espère. Alors, donc, le point de départ, c'est comme je vous disais, c'est d'identifier des cibles. Donc là, nos cibles sont des kinases. C'est par criblage moléculaire qu'on recherche des substances inhibitrices. Donc on va passer des collections, des chimiothèques de composés synthétiques, des molécules naturelles, des extraits d'organismes, et puis en espérant trouver des produits efficaces. Alors c'est un processus long, coûteux, enfin pas si coûteux par rapport à ce qui suit, mais surtout un peu frustrant parce qu'il y a peu de molécules qui arrivent. Vous voyez, en moyenne, sur 2 millions de molécules testées, une seule va devenir un médicament. Et là, je pense que c'est même assez optimiste, je pense que c'est plutôt 20 millions. Mais bon, il faut y croire. Hein. Alors voilà, donc il y a quelques années, à Roscoff, au CNRS, donc on avait constitué une collection, une chimiothèque de plus de 50 000 composés, la plupart d'origine marine, donc des molécules naturelles d'origine marine et purifiées, identifiées, donc de structures chimiques connues. Donc voilà, ça nous a permis de découvrir un certain nombre d'inhibiteurs. Je vous donne un petit listing. Vous voyez l'échelle de temps. Hein. Mais j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité, c'est que je suis patient. Comme vous voyez cette photo à titre posthume. Vous voyez, j'ai fait travailler pendant 38 ans sur les protéines kinases, c'est-à-dire un mot que vous ne connaissiez probablement pas en venant ici. C'est difficile d'imaginer que quelqu'un a passé 30 ans ou 40 ans sur ça. Bref, voilà. Donc voilà quelques exemples. Vous voyez, l'immunialisine tiré d'une éponge, les indirubines tirés des murex, etc. Alors certains produits, ça s'arrête parce qu'on n'arrive pas. Il y a un plafond de verre, on n'arrive pas à le développer plus, on n'arrive pas à l'améliorer, ou il y a une toxicité trop grande, etc. Et puis d'autres traversent les plafonds de verre, comme je vais vous montrer à l'instant. Alors une de ces molécules, c'est ce qu'on a appelé la roscoïtine. Alors c'est une molécule, en réalité c'est une molécule synthétique, mais qu'on a découvert grâce à cette kinase qui est présente dans les œufs d'étoiles de mer, qui était purifiée à partir des œufs d'étoiles de mer en grande quantité. Et en passant des milliers de produits, on est tombé sur cette molécule qu'on a appelée roscoïtine et qui a connu un développement assez important. Donc il y a eu des études cliniques, phase 1 chez des volontaires sains, des études cliniques pour différents cancers. Plus de 500 personnes ont reçu ce produit dans 10 pays différents. Cancer du poumon, cancer du pharynx, cancer du sein. Il y a eu des études sur le glaucome aussi, sur la glomérulonéphrite. Et actuellement, elle est en étude sur la polyarthrite rhumatoïde, la mucoviscidose dont je vais vous parler, et maladie de Cushing. Donc voilà les trois sujets qu'on aborde, hein, roscoïtine et mucoviscidose. La mucoviscidose, vous avez vu un exposé il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas trop insister, mais c'est une maladie rare, mais quand même assez grave. Elle semblait simple au départ, lorsqu'on a identifié la cause, c'est-à-dire des mutations sur un seul gène qui code pour le canal CFTR, mais malheureusement, il y a 2000 mutations qui ont été décrites, donc il y a toute une gamme de pathologies qu'on regroupe sous le nom de mucoviscidose. Et la plupart sont des maladies très rares,
la plus fréquente étant la délétion de la phénylalanine 508, F508del. Alors cette maladie, elle se traduit par des infections multiples et des inflammations répétées qui sont associées. Alors ces infections, elles sont traitées par des antibiotiques. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on traite pendant de longues durées avec des antibiotiques, il y a des résistances qui apparaissent. Et c'est exactement ce qui se passe, malheureusement. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'antibiotiques disponibles. Et les gens, soit ils souffrent terriblement, ou alors, même souvent, ils décèdent. Et c'est pour ça que l'espérance de vie moyenne tourne autour d'une quarantaine, 45 ans chez les patients atteints de mucoviscidose. Alors il n'y avait pas de traitement jusqu'à 2013. 2013, il y a eu une petite révolution puisque la société Vertex a apporté un produit qui s'appelle Ivacaftor qui permet de corriger une mutation malheureusement qui est rare, 3% des patients. Mais pour ces patients qui ont cette mutation, il y a vraiment un effet bénéfique majeur. Ça, c'était encourageant, c'est-à-dire que cette maladie n'est pas une fatalité. On va pouvoir trouver des choses. Les progrès sont lents, mais il y a des progrès possibles. Et donc, ça a été illustré ensuite par l'Orkambi, 2 ans après. Donc, toujours la même société, Vertex, qui a associé 2 produits, Ivacaftor et Lumacaftor, dans ce produit Orkambi. Alors, nous, en ce qui concerne la roscoïtine, on a découvert un petit peu par hasard qu'elle avait des effets bénéfiques multiples qui, à notre sens, pouvaient s'additionner, être additifs sur les patients mucoviscidoses. Donc, par exemple, dans les cellules épithéliales du poumon, elle corrige le canal CFTR et en partie, lorsqu'il y a une mutation delta F508, et elle diminue sa dégradation, donc il y a une fraction un peu plus importante qui apparaît dans la membrane, donc il y a une petite correction de ce canal. La chose la plus importante, c'est l'effet sur les macrophages. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu compliqué, il y a un effet sur l'acidification des phagolysosomes, je vais vous expliquer, et qui conduit à une activité bactéricide indirecte. Alors les macrophages, ce sont des petites cellules qui se promènent dans nos poumons, qui capturent et digèrent les bactéries par phagocytose. Et c'est en permanence, chaque fois que vous respirez, vous avez des bactéries qui vont pénétrer dans les voies respiratoires. Et donc les macrophages sont là, notamment pour les éliminer. Alors chez les patients atteints de mucoviscidose, on s'aperçoit qu'ils ont du mal à éliminer ces bactéries. Et la raison principale, c'est que l'acidité qui est nécessaire à l'intérieur de la cellule, qui est nécessaire pour digérer les bactéries, n'est pas là. Et en fait, il y a un problème de pH et le pouvoir bactéricide est réduit. Et la roscoïtine corrige, on a disséqué un peu le mécanisme d'action, corrige ce problème, réacidifie ces cellules et en conséquence, l'effet bactéricide revient. Alors il y a 2 choses assez intéressantes, c'est que c'est un effet bactéricide indirect, c'est pas comme un antibiotique qui va s'attaquer directement à la bactérie. Nous, on favorise l'effet bactéricide des macrophages, donc c'est indépendant finalement du germe. On a vu que ça marche sur d'autres germes, je vais en parler dans un instant. Et également, c'est indépendant du canal CFTR, de la mutation. Donc en principe, ça pourrait fonctionner sur les patients, quelle que soit leur mutation et quel que soit le germe par lequel ils sont infectés. Alors après, en parallèle de ça, il y a un effet sur les neutrophiles, éosinophiles, lymphocytes, qui est, dont la résultante est un effet anti-inflammatoire, qui est assez important. Et enfin, il y a des effets analgésiques qui ont été observés. Alors tout ça, ça nous a conduit à demander l'autorisation à la NSM pour mener une étude clinique de la roscoïtine, et donc qui est quasiment terminée. Voilà comment elle est organisée. Elle est menée dans 13 hôpitaux en France. Elle implique 36 patients qui sont répartis en 3 groupes. Chaque groupe recevant une dose différente. Donc vous voyez 200 mg, 400 ou 800 mg de roscoïtine. Et les gens reçoivent le produit pendant les 4 premiers jours, puis après il y a 3 jours sans produit, et après on reprend 4 jours on, 3 jours off, etc. Le tout pendant un mois. Et ces études ont été menées d'abord à 200 mg, on a vu que la tolérance était bonne, il n'y a pas de problème.
Ensuite, on est passé à 400 mg. Et actuellement, on est en train de finir le groupe à 800 mg. Il nous manque 2 patients. Il faut qu'on recrute 2 patients pour terminer cette étude. Et alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc, dans chaque groupe, il y a 12 patients. Et il y a 8 qui sont traités par la drogue et 4 par un placebo. Et l'étude est menée en double aveugle. Donc, on ne sait pas, enfin, personne ne sait ce qu'il reçoit. Est-ce qu'il reçoit de la drogue ou est-ce qu'il reçoit le placebo? Hein, et ça, c'est vraiment essentiel pour bien comprendre si le produit est actif et pour pas qu'il y ait des influences psychologiques, etc. Et l'aveugle va être levé à la fin de l'étude, donc j'espère d'ici 1 mois ou 2. Donc pour moi, le suspense est insoutenable, hein, ça fait 2 ans que ça dure. Et j'ai vraiment hâte de savoir. Hein. Alors ce qu'on sait, c'est que la tolérance est bonne puisqu'il y a un conseil indépendant, je ne connais même pas les gens qui en font partie, qui ont examiné la tolérance à la fin de l'étude des 200 mg et qui nous ont autorisé à passer à 400. Idem pour ce même conseil a regardé la tolérance à 400 et nous a autorisé à passer à 800. Également, évidemment, il nous aurait arrêté dès s'il y avait eu un problème majeur. Hein. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que sur les 12 patients à 400 mg, en fait, j'en ai eu 8 qui ont demandé à continuer à 800 mg. Ce que je n'avais pas du tout prévu, donc on était obligé de demander à la NSM l'autorisation de reprendre les mêmes patients, ou certains. Alors là, la NSM, c'est un fonctionnement un peu particulier. C'est vous faites une demande, et si au bout de, je crois que c'était 8 semaines, vous n'avez pas de réponse, ça veut dire oui. Mais nous, on aime bien recevoir un vrai oui écrit quelque part. Donc on a insisté. On a fini par l'avoir. Et puis on a recruté, sur les 8, il n'y en a plus que 6 qu'on a pu recruter. Mais évidemment, je ne sais pas s'ils avaient reçu un placebo ou la drogue. Donc là, je voudrais vraiment finir avant l'été et puis lever l'aveugle et puis comprendre et savoir si quelque chose de bénéfique a été obtenu. Alors, entre-temps, oui, ça c'est juste la répartition. Donc il y en a 8 qui sont en cours de traitement, 2 qui sont prévus le 28 mai, et puis il manque encore 2, quoi. Alors voilà, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, on prépare la suite en disant ça va marcher, on va continuer. Donc il y a beaucoup de réglementaires. Donc par exemple, il y a tout un dossier pour obtenir la désignation médicament orphelin qui vous donne des prolongations de validité du brevet, des aides particulières, etc. L'autorisation de rentrer de tester un produit aux États-Unis, donc il faut faire un dossier, ça s'appelle IND. L'utilisation chez les enfants aussi. Alors on fait beaucoup d'études précliniques pour essayer de montrer les patients qui ont été traités dans l'étude dont je viens de vous parler. Ils étaient tous infectés par Pseudomonas aeruginosa, c'est l'agent le plus fréquent. Mais on s'intéresse beaucoup à Mycobacterium abscessus, Burkholderia, ils ont des noms épouvantables, hein. Burkholderia cenocepacia et évidemment Staphylocoque. Alors ceux-là, on s'aperçoit que la roscoïtine a un effet aussi, non pas sur ces bactéries. Si vous mettez de la roscoïtine en présence de ces bactéries, les bactéries n'ont aucun problème. Mais quand vous mettez des macrophages en présence de ces bactéries, à ce moment-là, les macrophages les phagocytent et les digèrent beaucoup mieux. Mais uniquement les macrophages de patients atteints de mucoviscidose, donc qui ont un défaut. Les macrophages normaux, la roscoïtine n'a pas d'effet. Alors c'est observé sur des cultures cellulaires, les macrophages, mais également chez la souris. On a des souris, qui sont des modèles de la mucoviscidose, donc les mêmes mutations sur le CFTR que les patients mucoviscidose. Donc ces souris ont des problèmes d'infection et d'inflammation qui sont corrigés par la roscoïtine. Alors si ça marche chez les patients comme ça marche chez la souris, alors c'est sûr que c'est bon, quoi. Donc mais souris et homme, il y a quand même une petite différence, hein, mais sur le modèle ça marche vraiment très bien, quoi. Alors ce qu'on doit faire maintenant, on doit mener des études de tolérance sur les souris et rats juvéniles parce qu'on a envie d'ouvrir les tests cliniques suivants sur des patients plus jeunes à partir de 12 ans. Donc il faut faire des études de tolérance du produit sur des animaux jeunes et également des études de tolérance longue durée. Donc il faut un rongeur et un non-rongeur, donc le rat.
et le chien pendant 6 mois et 9 mois. Donc il recevra la roscoïtine. Et rassurez-vous, ils vont être bien parce que je connais ce produit, il n'y aura pas de souci. On leur donnera ce qu'il faut, mais il n'y aura pas de souci. Et donc voilà, et on prépare l'étude des études cliniques. Donc la première, c'est une étude de PK, c'est-à-dire de pharmacocinétique. Donc ça, c'est ce qui est mené, j'ai oublié de le dire, mais pendant l'étude actuelle, les gens reçoivent, donc c'est des gélules, hein, ils avalent la gélule de roscoïtine. Le produit passe dans le sang et il y a un prélèvement sanguin pendant le premier jour, donc à une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures. Et puis donc ça permet de voir l'apparition dans le sang du produit et puis sa disparition. Et également le métabolite, ce qui est transformé par le foie en un deuxième produit qui s'appelle M3, qui lui aussi est actif. Vraiment, coup de bol. Mais il apparaît et disparaît aussi. Et donc on va étudier ça, on le fait chez les patients à 200, 400 et 800, mais on voudrait le faire sur des enfants de 12 à 18 ans. Donc ça, cette étude, elle va être, je trouvais un hôpital aux États-Unis où ils ont plus de 500 patients et ils sont prêts à faire ça assez rapidement. Enfin, rapidement, c'est-à-dire 6 mois, hein. Mais pour recruter les 24 patients. Et là, c'est pas très long, hein, ils avalent une gélule, et ils ont un petit cathéter dans les veines, et puis on fait un prélèvement, puis 12 heures après, ils rentrent chez eux, quoi. Donc c'est pas très très long. Et vous voyez, c'est pas très cher non plus, c'est 200 000, 300 000. Alors après, on prépare une étude clinique plus grande. Vous voyez, notre étude, elle dure 1 mois, et là, on voudrait faire une étude de 6 mois, la phase 2B, avec donc tous les germes dont je vous ai parlé, Pseudomonas, Mycobacterium, Burkholderia, Staphylocoque, et puis 120 patients répartis la plupart en Europe, quelques-uns aux États-Unis. Et là, l'étude, c'est 8,5-10 millions. Donc bon, ça c'est un peu plus cher. Et ça, ensuite, c'est la préparation de vraiment la grande étude, qui est, j'espère, la dernière, qui permettrait de l'autorisation de mise sur le marché, aussi plus longue, enfin aussi longue, hein, mais avec d'autres germes, mais là plus de 500 patients, donc 250 de chaque côté de l'Atlantique. Donc là 45 millions. Bon, moi je suis optimiste, je vais les trouver. Et d'ailleurs c'est même un problème parce que j'ai l'impression que, vous voyez, dans les labos tout coûte cher, la recherche ça coûte cher, le moins de petits tubes avec un anticorps, vous allez jeter le tube, il est grand comme ça, et dedans, il a l'air d'être vide, il y a une petite goutte, 100 microlitres, là c'est 350 €. Donc quand je vais faire des courses, j'ai l'impression que rien n'est cher. Vraiment, alors là, pour remplir un caddie avec 350 €, il faut mettre le paquet. Hein. Mais bref, alors on a par contre les études cliniques, ouais, là c'est une autre échelle. Alors, je pense que c'est accessible pour nous, l'étude PK de 200 000, 300 000. La deuxième étude, 8,5 millions, 10 millions, je pense que je peux trouver des gens pour financer ça. La suivante, c'est plus dur, mais c'est pas impossible non plus, quand même. Après, quelque part, c'est plus facile de trouver 40 millions que 4 millions, et c'est plus facile de trouver 4 millions que 400 000. Parce que quand vous demandez 40 millions, c'est que vous avez vraiment des bons résultats et que c'est finalement assez solide, quoi. Vous êtes convaincant. Enfin, on verra. Alors voilà, les préparations, c'est compliqué. Hein, là, on voyait les schémas. Alors ça nous amène en 2023. C'est bien, j'aurai 70 ans. Et puis, il y a beaucoup de préparations parce qu'en plus, les règles aux US et en Europe, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais ça me permet de décaler un petit peu. Et il y a des préparations, enfin, il y a le protocole clinique et il y a le protocole, la partie réglementaire qui est très compliquée aussi. On a l'impression de construire un Airbus, par moment. Vous voyez, ça c'est un petit zoom sur 2018-2019. Donc un certain nombre de... Donc j'ai une personne en réglementaire à plein temps, quoi. Et un directeur de développement pharmaceutique qui vient d'une boîte suisse qui est super. J'ai une chance incroyable. J'ai pu recruter le vice-président d'une société de biotechnologie suisse qui avait une petite, hein, qui avait 2800 employés et qui a été revendue pour 30 milliards. Vous voyez, quand ça marche bien. Hein. Et ce vice-président, il se trouve qu'il a une maison en Bretagne, et puis il voulait faire quelque chose, il ne voulait pas aller partir en retraite tout de suite, il voulait faire quelque chose d'intéressant, et s'intéresser à une petite boîte comme nous, un petit pixel comme nous,
Et puis, mais alors manque de bol, c'est comme il prenait sa retraite en Suisse, en Suisse, vous n'avez pas le droit d'être payé pendant 3 ans. Donc je ne peux pas le payer, quoi. Donc on s'est adapté. Hein. Alors le deuxième sujet qui nous intéresse, je vais aller plus rapidement, c'est la polykystose rénale. Alors ça, c'est une maladie complexe, il y a beaucoup de gens. C'est la première maladie génétique en termes de prévalence. Vous avez 80 000 patients en France. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez prolifération de kystes dans les reins. Les reins grossissent et ils vont atteindre cette taille-là, hein, 30 cm, 3-4 kg. Les 2 reins, parfois le foie également. Et ça provient de mutations sur 2 gènes principalement. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, en moyenne vers l'âge de 60 ans, les reins cessent de fonctionner. Et à ce moment-là, il vous reste dialyse ou greffe. Il y a un seul produit qui est commercialisé depuis très peu. Il vient d'avoir l'autorisation aux États-Unis la semaine dernière, le tolvaptan, mais il n'est pas très efficace et surtout il induit une soif terrible. Les gens boivent 4 à 10 litres par jour et urinent 4 à 10 litres par jour, hein, évidemment. Donc ça, c'est pas terrible. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Alors nous, on a découvert par hasard que certaines de nos molécules ralentissaient la croissance des kystes dans des modèles animaux. Donc vous pouvez reconstituer la polykystose chez la souris. Et vous voyez les coupes histologiques. En milieu, vous avez une coupe à travers un rein de souris polykystique. C'est bourré de kystes, hein, et la souris va mourir, évidemment. Par contre, si vous la traitez avec notre produit, la taille, le nombre des kystes est très réduit et le rein reste fonctionnel et la souris reste vivante. Mais à nouveau, le passage souris-homme, c'est pas évident. Donc ça, pour être franc, on a vraiment du mal encore à avancer, à optimiser le produit. Les tests sont longs, donc je sais pas, je suis moins chaud sur ce sujet. Mais je l'adore parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de choses à faire. Et donc on a monté un petit consortium avec un groupe à Ceris Pharma à Saint-Malo, l'université de Rennes et puis Roscoff. Alors le troisième sujet, c'est la maladie d'Alzheimer et les trisomies qu'on aborde par l'intermédiaire des inhibiteurs de la kinase DYRK-A. Alors juste un petit résumé sur Alzheimer, le nombre de cas est considérable. Hein. Vous voyez en France 900 000 cas, en 2040 plus de 2 millions s'il n'y a pas de nouveaux produits. Dans le monde, plus de 115 millions en 2050. C'est un vrai problème. Hein. Alors en réalité, on peut dire qu'il y a 2 types de maladies d'Alzheimer. Il y a une maladie précoce, early onset, qui apparaît vers 30 ans, 40, 45. Et heureusement, ça ne concerne que moins d'1% des cas, des cas d'Alzheimer. Et là, dans ce cas-là, c'est une mutation, c'est vraiment des mutations sur 3 gènes, APP, PS1, PS2, qui conduisent à l'apparition de la maladie. C'est comme la polykystose, où là il y avait 2 gènes, ou la mucoviscidose, il y avait 1 gène. Donc c'est une maladie purement génétique. Mais dans le 99% des cas, c'est une maladie tardive qui apparaît au-delà de 60 ans et pour laquelle la cause ou les causes sont globalement inconnues. Donc là, il y a un grand mystère, identifier la cause ou les causes de la maladie d'Alzheimer pour peut-être l'éradiquer par cette voie. Alors il y a des produits en test clinique, je l'ai mis 105, il y a peut-être 110 produits en études cliniques, mais quand on regarde sur les 20 dernières années, il y a 98% d'échecs en clinique. Donc pas en préclinique, hein, en clinique. Donc ça c'est assez terrible. Et ce qui fait que les grandes sociétés, comme des sociétés même ont complètement arrêté, comme Pfizer, ont décidé d'arrêter sur Alzheimer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillent les petites boîtes comme nous pour regarder si on trouve quelque chose. Et ils nous laissent prendre des risques, hein, évidemment. Mais et puis le jour venu, ils achèteront ce qui les intéresse, quoi. Alors la trisomie, vous connaissez aussi la trisomie, c'est la présence d'un 3e chromosome 21. Il y a un certain nombre de cas, hein, c'est pas une maladie rare en fait, il n'y a pas de traitement, on peut dire. Mais quel est le lien avec la maladie d'Alzheimer? Eh bien le lien il est assez fort en fait, parce que sur le chromosome 21 vous avez environ 250 gènes, dont 3 gènes, j'en ai mis 2 seulement, mais il y en a 3, qui sont impliqués dans la maladie d'Alzheimer. Donc APP, qu'on a vu avant, quand vous avez des mutations sur APP, vous avez la maladie d'Alzheimer, ce gène se trouve sur le chromosome 21, amyloïde précurseur protéine, et puis le gène d'une kinase, DYRK-A, c'est celle qui nous intéresse. Alors la conséquence de ça, les trisomies qui commencent à vieillir, ils développent des symptômes de maladie précoce,
de maladie d'Alzheimer précoce vers 40 ans, et vers 60 ans, le taux de démence est considérable. Donc pour nous, c'est une sorte de, ils représentent un modèle de la maladie d'Alzheimer. Et par certains aspects, cognitifs, il y a une ressemblance. Et également, on peut générer des souris trisomiques qui permettent d'étudier certains aspects de la maladie d'Alzheimer. Donc comme je vous le disais, on a sélectionné cette kinase DIRK1A, on a passé différents programmes qui ont permis de faire du criblage, d'identifier des molécules inhibitrices, et en particulier cette famille des leucétines, que je vous présente ici. Donc là, c'est une éponge marine qui fabrique cette leucétamine B, alors je ne sais pas pourquoi, elle fabrique ça, et dont on a dérivé un certain nombre de composés, plus de 500 molécules qui ont été synthétisées, et on a sélectionné pour le moment la leucétine L41. Alors cette molécule, elle est assez intéressante parce qu'elle empêche ou elle prévient les déficits cognitifs qu'on peut observer dans des modèles de trisomie 21 ou de maladie d'Alzheimer. Et donc ça, c'était fait dans 3 labos différents. Je vais prendre un exemple avec la trisomie 21. Donc 3 modèles différents de trisomie, 2 modèles de maladie d'Alzheimer, 2 modèles souris et un modèle rat d'Alzheimer. Donc tous ces 6 modèles différents ont des difficultés d'apprentissage, de mémoire, et qu'on corrige en pré-traitant avec cette molécule. Alors voilà, je vais prendre l'exemple de la maladie de la trisomie. Vous voyez, sur le chromosome 21, il y a un endroit où vous avez le gène de la kinase DIRK1A. Donc on a plusieurs modèles, on a ce modèle TG DIRK1A, mais qu'est-ce qu'il a? Lui, il est trisomique, mais uniquement pour DIRK1A. Tout est normal, sauf qu'il a une copie supplémentaire du gène DIRK1A. C'est pas grand-chose, hein. Eh bien pourtant, ça lui donne des déficits d'apprentissage. Et en dessous, TS65DN, là c'est un modèle plus complexe, vous avez un morceau important du chromosome 21 qui est en plus et qui contient DIRK1A. Donc 3 copies de DIRK1A. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On traite ces animaux et on essaie de comparer, d'étudier leur capacité de mémorisation. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Je vous donne juste un petit exemple. Il y a un test qui s'appelle test de reconnaissance de nouvel objet. Vous présentez à la souris 2 objets, donc elle va s'intéresser, regarder, sniffer, vous mesurez évidemment, c'est filmé, vous mesurez le temps qu'elle passe sur chaque objet, et puis au bout le lendemain, ça c'est juste, c'est 10 minutes, hein, et le lendemain, vous la remettez au même endroit, mais vous avez changé un objet, vous lui mettez un nouvel objet, et elle a plus d'intérêt pour ce nouvel objet, parce qu'elle se souvient que le rouge, elle a déjà vu, donc le bleu, ça intéresse. Et donc vous pouvez calculer le temps qu'elle passe sur chacun des objets. Donc ça c'est le petit film, mais voilà ce qui se passe en réalité. Vous voyez, dans la souris wild type, c'est-à-dire souris normale, eh bien, elle va passer 65% de son temps sur le nouvel objet, en bleu, et 35% de son temps sur l'objet qu'elle connaît, familier ou ancien. Et si on les traite avec la leucétine, c'est aucun effet. Par contre, quand on prend la souris génétiquement modifiée, qui a une copie supplémentaire de DIRK, vous voyez, elle passe 50% de son temps sur les 2 objets. Donc, elle ne se souvient plus qu'elle a vu, elle en a déjà vu un qu'elle connaît. Et quand on traite avec le produit, eh bien, on rectifie, et elle fait à nouveau la différence entre l'objet ancien et l'objet nouveau. Donc ça, c'est un des tests, hein. Il y a un certain nombre de tests comme ça pour essayer de mesurer sa capacité de mémorisation et ses difficultés et la façon dont on peut corriger. Alors si je résume ce projet, eh bien, on part d'une éponge marine calcaire, le CETA, qui produit depuis des milliers et des millions d'années cette leucétamine. Donc c'est le produit qu'on a identifié en premier. De là, on a développé une famille qu'on appelle les leucétines. On a fait de la chimie médicinale, des centaines de dérivés. On a choisi le premier produit, leucétine L41, qui a permis de faire la preuve de concept. Et puis maintenant, il faut passer au vrai candidat médicament, je l'appelle leucétine 888, ou leucétinib, le candidat médicament clinique qu'on pourrait développer. Donc ça, je pense que il nous faudra bien 2-3 ans pour faire ces deux dernières étapes. Voilà, et donc DIRK1A, c'est une kinase peu étudiée. On a organisé une conférence l'an dernier, il y a quasiment tous les chercheurs au monde qui travaillent là-dessus, qui étaient rassemblés, et ils tenaient dans une petite salle à Saint-Malo, dans une centaine de personnes, quoi. Voilà, puis je termine sur le logo de notre société. Vous voyez, on pourrait dire que c'est
des vagues avec des fruits qu'on va récolter. Mais en réalité, c'est les fonds baptismaux de la cathédrale de Laon que j'avais photographié quand j'étais jeune. Et donc, c'est une gravure du XIIe siècle qui m'avait bien plu, que j'ai récupérée. Voilà, merci beaucoup.